Au service des territoires depuis 150 ans, la Dépêche du Midi demeure attachée à ses valeurs républicaines et humanistes. Indépendante, la Dépêche du Midi est à l'image de ses créateurs. Elle observe, dit, défend et donne le pouvoir à ses lecteurs de penser librement. Informer, c'est avant tout un défi humain et intellectuel, un engagement total et collectif au service de la vérité. La Dépêche du Midi est à vos côtés à chaque instant, pour observer, comprendre, témoigner, partager et vous informer de l'actualité de notre monde, de votre région, de votre quotidien. Elle est là, partout où bat le cœur de la région. Partenaire de la création, de l'action, le groupe organise les événements qui font rayonner les talents de notre région. Plus que jamais, la Dépêche du Midi entretient les liens qui nous connectent les uns aux autres. Gardienne de notre passé commun et messagère de l'avenir, elle poursuit son devoir d'informer dans un monde qui n'a de cesse de changer. « 150 ans après sa création, la Dépêche du Midi est un journal, et bien plus qu'un journal. Depuis 1870, et pour longtemps encore, l'information qui nous unit. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver cette année encore ici même dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie pour cette nouvelle édition des Septior qui ce soir va nous permettre de saluer ces femmes, ces hommes qui au travers de leur engagement dans l'entrepreneuriat, au travers de leur audace d'entreprendre, sont de formidables ambassadeurs de ce département en créant des emplois, en perpétuant une tradition, en reimaginant ce qu'est le quotidien de ce département qui attend à tout. Ces femmes, ces hommes, c'est vous chers amis, vous êtes 150 ce soir ici pour cette édition des Septior 2023 en direct à la Chambre de commerce et d'industrie et en replay sur le site de la dépêche du midi.fr. Vous pouvez vous applaudir très fort. Bonsoir. Le Gers a toujours été un terreau fertile où les entreprises se plaisent à élire domicile et à s'y développer, territoire où l'on imagine l'avenir, où l'on fait également perdurer les savoir-faire, où l'on innove fortement. C'est justement pour accompagner leur essor, leur croissance, leur développement, souvent au-delà des frontières d'ailleurs, que la cérémonie de Septior a été imaginée pour ces entreprises. Chaque année, les découvertes sont nombreuses et les réussites entrepreneuriales au rendez-vous, quel que soit le contexte économique. Et quel que soit le contexte économique a en ce moment toute sa force et toute son importance. Nous pourrions rajouter également quel que soit le contexte géopolitique du moment. Pour cette édition 2023, on va retrouver les trophées habituels, puis on va trouver également de nouveaux trophées qui montrent à quel point l'entrepreneuriat, l'économie, sait évoluer, sait se transformer. Nous aurons ainsi un prix spécial RSE, ainsi qu'un prix Made in 32 qui va rejoindre les prix traditionnels, en plus d'un prix Jeune Pousse qui permettra de saluer celles et ceux qui osent entreprendre, y compris dans les temps qui courent. Il y aura également des prix spéciaux décernés par la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr, par le Conseil départemental du Gers, par la région Occitanie, mais également par tous les partenaires de cette nouvelle édition dont vous avez vu le logo s'afficher ici même. Et notez qu'en plus des trophées qui vont maintenant donc apparaître sur l'écran et dont je vous ai parlé, nous aurons également ce soir un nouveau trophée dont vous seul aurez les clés. C'est le prix de l'entrepreneur de l'année. Je vous en parlerai dans quelques petites minutes. Sachez que ce soir, nous serons également accompagnés d'un expert, un docteur en psychologie sociale et cognitive. Il s'appelle Romain Bouvet, il est consultant, il est formateur en neurosciences appliquées. Et avec lui, nous essaierons de répondre à une question que l'on ne se pose pas forcément tous les jours
Et pourtant, en quoi les neurosciences révolutionnent notre façon de vendre, le lien entre les neurosciences et la vente. On va parler, vous allez voir tout à l'heure, de fort quotient émotionnel. Je ne doute pas qu'il va être à son paroxysme lorsque vous allez applaudir pour ouvrir cette cérémonie. Éric Lafont-Bailey, administrateur délégué à la Dépêche du Midi. Vous l'applaudissez. Bonsoir mon cher Éric. Une nouvelle fois, nous allons mettre à l'honneur des entreprises sur un territoire qui ne cesse de surprendre. Surprendre parce qu'il a déjà des atouts évidemment formidables dans son patrimoine, dans son ADN, j'ai presque envie de dire dans son sol. Et il ne s'arrête pas là. C'est clair. D'abord, permettez-moi de vous saluer à toutes et à tous et de m'excuser car à cause de moi, vous avez pris quelques minutes de retard et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Permettez-moi également... C'était 12, comme a dit votre GPS, c'est parfait. Permettez-moi également de saluer le parterre de personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié effectivement d'être présents ce soir. Madame la sous-préfète, monsieur le député, monsieur le président du département, madame la vice-présidente de la région, bien sûr, monsieur le président de la Chambre de commerce, vous êtes chez vous, donc on est plus qu'effectivement une personnalité, vous êtes notre partenaire. Le Gers, ma foi, effectivement, à chaque fois que nous venons, depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises, nous avons eu la chance de découvrir des entreprises surprenantes, des entreprises leaders dans leur domaine, des entreprises dans des niches, des entreprises qui inondent le monde de leur savoir-faire, un savoir-faire qui est propre à ce département, qui est propre à cette région, une volonté. La richesse est dans la terre, on l'a vu souvent. La richesse est au-dessus de la terre, puisque effectivement, à partir de là, on l'a vu avec Etikable, avec des entreprises comme ça. On sait aussi effectivement faire de cette richesse des labels, des certificats qui peuvent là aussi certifier la qualité de ce qui se fait ici et ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est une chance d'être dans ce département. Oui, effectivement, on est heureux d'y revenir chaque année parce qu'on s'y nourrit. On s'y nourrit par la bouche, bien sûr. On s'y nourrit aussi par l'esprit. On s'y nourrit aussi parce que l'entrepreneuriat y est vivace. Et justement, puisqu'on parle d'entrepreneuriat vivace, c'est intéressant de voir, tout à l'heure, on a aperçu ce petit film qui avait été réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de la Dépêche. Et c'est intéressant de voir à quel point le groupe La Dépêche est une entreprise comme une autre, vivace, souple, résiliente parfois, imaginative. Et également, c'est l'occasion de le rappeler, vous êtes une entreprise comme les autres, Éric Lafont-Bailey. Exactement, une entreprise qui compte quelques 1500 salariés sur la région Occitanie et un petit peu plus, puisqu'on pousse notre pointe jusqu'en Lot-et-Garonne. Que nous avons différents métiers. Bien sûr, nous sommes nés dans l'information, nous sommes nés dans une situation de guerre. On parlait de la situation géopolitique tout à l'heure. Nous sommes nés dans une situation de guerre à un moment donné où il fallait informer particulièrement les citoyens du Midi toulousain. Et puis, nous nous sommes développés. Nous avons commencé effectivement par un essor géographique sur les départements voisins. Et puis, le temps passant, il a fallu aussi se réinventer notre manière de travailler. Bien sûr, les technologies modernes sont là pour le prouver. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien lisent encore le journal, mais je suis sûr que tous s'informent avec ceci. Donc effectivement, nos journalistes, et j'en profite pour saluer Benjamin Calvez, le responsable de notre rédaction locale, sont bien sûr équipés pour faire du web first, c'est-à-dire aujourd'hui diffuser l'information avant tout effectivement sur Internet, mais également bien sûr sur le papier et sous n'importe quelle forme, qu'elle soit écrite, vidéo, qu'elle soit audio avec les podcasts. Nous avons une chaîne de télé, nous avons continué le développement, nous avons ouvert effectivement et nous avons rempli notre besace de nouveaux savoir-faire, donc la télévision, la vidéo, le numérique. Et puis aujourd'hui, comme ce soir par exemple, effectivement, nous avons considéré qu'il était aussi de notre devoir de dépasser les colonnes, d'aller en dehors des colonnes. C'est le cas lorsqu'on fait des événementiels comme ce soir, pour mettre des coups de projecteur sur des entreprises. On le fait également dans le rugby, on le fait également auprès des associations, on le fait dans différents domaines, auprès des acteurs publics aussi, et des collectivités locales. Et puis, on le fait également dans des événements que nous créons, à proprement parler, des salons. Voilà. Donc, oui, la Dépêche est capable aujourd'hui d'organiser un salon comme Services la semaine dernière à Toulouse ou le CBC sur la cybersécurité dans 15 jours, mais également des grands festivals comme le Rose Festival qui, je l'espère, a pu vous accueillir à quelques encablures d'ici, sur les portes de Toulouse, au Mythe, à la fin août. Rose Festival, 90 000 festivaliers en 3 jours. Donc oui, effectivement, c'est une réussite. Pour la deuxième édition. On espère pouvoir le porter encore longtemps. Comme toute entreprise, on a appris à être résilient, pivoter et aller là où on ne nous attendait pas forcément, mais là où nos cœurs de métier nous permettaient d'aller chercher de la compétence et du savoir-faire. Alors ce soir, les prix vont être attribués à des lauréats, mais tous les nommés vont avoir droit à leur portrait. Ces nommés, ils ont été recensés, trouvés sur le territoire par les élus, par les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous accueillent ici même. Monsieur le Président Rémi Branet, venez nous rejoindre, je vous en prie, pour accueillir également vos invités. On va vous applaudir. Vous remettrez tout à l'heure un prix spécial, mais avant cela, c'est de coutume. Le président de la Chambre accueille dans ses locaux cette manifestation. Et je dis souvent, celles et ceux qui font partie de la grande maison des entrepreneurs que vous présidez.
Oui, absolument. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux donc, ce soir à cette nouvelle édition gersoise des Septuors. Alors, je tiens tout d'abord à excuser le préfet Laurent Carrier qui m'a appelé tout à l'heure et qui est retenu à Marciac pour une réunion avec les maires du département. Et il sera représenté par Madame Moreau, sous-préfète de Condom. Donc, merci Madame d'être avec nous ce soir. Je remercie aussi particulièrement pour leur présence Muriel Abadi, vice-présidente de la région Occitanie, David Topiac, député, Philippe Dupouille, président du conseil départemental, et Philippe Laforgue, président de l'Union patronale. Bienvenue bien sûr aux entrepreneurs et leurs équipes qui sont au centre de cette soirée. Merci à la Dépêche de renouveler cette initiative avec des nouveautés cette année et qui permet de mettre en avant le dynamisme, l'excellence et la richesse des entreprises de notre territoire. Merci à tous les partenaires qui se mobilisent pour faire de ce moment une belle fête et aux collaborateurs de la Chambre également qui œuvrent depuis quelques jours pour organiser tout ça. Pour préparer ce mot d'accueil, j'ai commencé par relire mon propos de l'an dernier et je dois dire que je pourrais faire un copier-coller concernant l'environnement économique des entreprises. Instabilité géopolitique, hausse des matières premières, coût de l'énergie, difficultés de recrutement, etc. Et que dire des drames récents qui se succèdent. Alors, cette soirée étant une soirée festive pour célébrer les entreprises gersoises, j'ai donc décidé de ne pas m'étendre sur ce sujet et d'évoquer plutôt quelques beaux succès des entreprises et de la CCI. Alors, avant de commencer, je veux quand même vous rapporter un message d'alerte porté par le préfet de région à l'AG de la CCI d'Occitanie à laquelle j'assistais ce matin. Les services de renseignement s'attendent dans les semaines à venir à une très forte augmentation des tentatives de piratage informatique de toute nature. Donc ce risque touche tout le monde, y compris notre tissu économique gersois. Voilà, le risque cyber est plus que jamais d'actualité. Alors si ce n'est pas déjà fait, penchez-vous sur la sécurité de vos systèmes et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Pour en venir au sujet, je voudrais vous faire un retour sur la première année de fonctionnement de la plateforme Le Gers Recrute, qui est un gros succès, avec le meilleur démarrage enregistré par notre prestataire. 3400 offres d'emploi, de stages, d'alternance, c'est sur le Gers. 340 comptes recruteurs, 2500 comptes candidats, 77 500 mises en relation, tout ça en moins de 12 mois, avec un soutien financier de l'État et une convention signée avec Pôle emploi. Tout ça pour répondre à vos besoins en termes de recrutement. Alors, si vous n'y êtes pas déjà sur la plateforme, c'est le moment d'y aller. Ça fonctionne et ça a du succès. Merci à Virginie Lavaudan pour son travail et surtout, on continue. Alors, c'est aussi une année de forte croissance pour CCI Formation, qui a atteint dès septembre son objectif de l'année. On notera le démarrage de 2 nouvelles formations, Bac+2, Bac+3, en partenariat avec Purple Campus. Bravo à Valérie Valadier et à son équipe. Valérie n'a pas pu être là ce soir, mais ses collaborateurs qui sont là lui passeront certainement le message. Pour ceux qui n'utilisent pas encore le catalogue de CCI Formation, vous le trouverez à l'entrée. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur du département ce que vous avez sur place. Le circuit court, c'est aussi ça. Alors, c'est également la consécration de l'ACAL, la bouillonnante association de commerçants de lecture qui a décroché à Paris il y a 2 semaines un panonceau d'or et le titre de champion de France du commerce et des services. Ce qui fait le succès de l'ACAL et a contribué à ce titre, c'est la vision très large et participative de ses actions sur le territoire. Comme le dit volontiers son remuant président, c'est le Gers qui gagne. Au-delà de ça, c'est la forte mobilisation d'une impressionnante équipe de bénévoles. On peut tous les féliciter à travers leur président Daniel Ligarde, qui est avec nous ce soir, et un remerciement tout particulier à notre collaboratrice Audrey Bise qui a organisé cette participation pour la CCI. Vous pourrez admirer les trophées dans la salle, ils sont là-bas derrière, donc n'hésitez pas à les regarder, on les surveille pour pas qu'ils disparaissent. Dans cet esprit d'excellence, Mathieu Lange, le patron de la Reviscolada, concourt ce soir même au trophée des 3 diamants qui récompense une réalisation architecturale pour ses solutions énergétiques innovantes et le bien-être de ses documents. On lui souhaite bonne chance. Pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, la Reviscolada, c'est le très grand et très beau bâtiment que vous voyez dans le lointain sur la droite quand vous quittez Toulouse, Auch, direction Toulouse. Pour évoquer également la sélection de Ginovtech et ses robots collaboratifs au Salon du Fabricant en France à l'Élysée en juillet dernier, mais aussi le marché remporté par Sofeb à Lectoure, on parle beaucoup de Lectoure ce soir, pour la fabrication de meubles de salle de bain destinés au village olympique à Paris. Voilà autant d'exemples d'entreprises qui illustrent bien un Gers dynamique, où se côtoient des savoir-faire insoupçonnés et un cadre de vie enchanteur que beaucoup nous envient. Je vous propose donc de poursuivre cette découverte à travers la remise des Septuors et vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci énormément.
Alors ce soir, vous allez travailler également, chers amis, parce qu'il y a un prix, un trophée spécial parmi les nouveautés. C'est le prix de l'entrepreneur de l'année. Vous aurez tout à l'heure, une fois que nous aurons découvert les 7 premiers lauréats de la soirée, à voter pour votre coup de cœur. C'est lui qui nous rejoindra pour un super prix, un prix spécial. Alors non seulement il y a le trophée honorifique, mais également il y a, regardez, un cadeau qui a été mis en place par l'agence qui accompagne le Combat de la Dépêche du Midi pour réaliser avec vous des plans médias, des plans de communication efficaces. Eh bien, notez que l'entrepreneur de l'année remportera une demi-page publiée rédactionnelle dans l'édition La Dépêche du Midi de ce département, ainsi qu'une campagne digitale. Et tous les nommés de la soirée, qu'ils soient vainqueurs ou non, repartiront également avec un accompagnement stratégique offert par les conseillers de l'agence. Ça sera donc tout à l'heure. C'est vous qui vous saisirez de votre smartphone pour procéder à cette élection en fin de soirée. Commençons par un prix spécial. C'est le prix spécial du département. Je vais demander aux représentants du département de bien vouloir me rejoindre alors qu'un petit jingle va ouvrir cette soirée. Allons-y. Un prix spécial, je vais vous donner un micro. Ce sera beaucoup plus simple pour vous accueillir ici sur scène. Merci beaucoup au département de s'associer à cette manifestation. Qui dit prix spécial dit pas forcément de nommer, mais directement au lauréat que nous accueillerons dans quelques instants, Monsieur le Président. Pourquoi ça vous semble important de mettre ainsi en avant l'économie, alors même, il faut le dire, que depuis la loi NOTRe, l'accompagnement, le soutien, le développement économique ne fait plus partie directement des compétences obligatoires d'un département. Pourquoi est-ce que vous tenez autant, Philippe Dupuy, à mettre en avant ces acteurs de l'économie? Et tout d'abord, je souhaitais saluer l'ensemble des présents ce soir, avec bien sûr Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, l'administrateur délégué de la Dépêche, qui nous fait le plaisir également d'être là, cette fois-ci. Et Monsieur le Président de la CCI, et vous toutes et tous. Alors pourquoi participer effectivement à cette remise de cette PUOR alors que l'économie échappe au champ de compétences du département? Tout simplement parce que au travers des compétences qui sont exercées par le département, et notamment une en particulier qu'on va essayer de mettre en lumière ce soir, il y a aussi des entreprises qui travaillent dans le cadre de ces domaines d'intervention du département. Donc c'est à ce titre-là que voilà, le lien entre le département et puis, même si ça échappe en termes de compétences, et les entreprises du territoire, il est évident, puisque nous sommes aussi des donneurs d'ordre. Donc à ce titre-là, il est tout à fait naturel que nous participions à cette remise ce soir. Alors avant de découvrir le lauréat de cette catégorie, on va voir quelques images, si vous voulez bien, Monsieur le Président, concernant le département. Et ensuite, donc, nous appellerons le premier lauréat de cette soirée. D'abord, des images du département. Regardez. Le Gers, un département engagé dans les mobilités douces. Tout est dit dans ce petit clip très intéressant qui montre bien finalement l'étendue kilométrique, mais également l'étendue psychologique de laquelle il faut parler en matière de mobilité. Oui, tout à fait. Nous département, étant propriétaires d'un certain nombre de voies, et notamment de routes, bien évidemment, nous ne pouvons que nous saisir également des questions de mobilité, notamment des questions de mobilité douce. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là, et puis, se saisir de ce sujet, c'est uniquement, on va dire, où on répond à une demande de nos administrés pour qui les mobilités douces, le vélo, la marche à pied sont devenus quelque chose d'extrêmement important dans leur vie du quotidien, voire même dans leur vie professionnelle quelquefois. Et donc, c'est un petit peu pour répondre à ces sujets que le département s'est engagé de manière forte pour mettre en place un certain nombre de projets liés aux mobilités, notamment aux mobilités douces. Et donc, voilà, il
le département a placé cette politique-là au cœur de ses préoccupations. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons le plaisir et nous sommes fiers finalement d'attribuer une récompense spéciale, un prix spécial du département à une entreprise pour qui nous avons eu un coup de cœur cette année et qui est une entreprise qui rentre complètement dans le cadre de ces mobilités douces. Une petite musique suspense à faire son apparition, le temps que vous décachetiez le nom du lauréat qui est contenu dans l'enveloppe qu'il y a juste devant vous, Monsieur le Président. Pour accompagner cette politique des mobilités douces, un acteur engagé dans le domaine. Je vous laisse énoncer son nom. Alors, donc, j'ai le plaisir de vous annoncer donc, que le coup de cœur 2023 du Conseil départemental du Gers est attribué à l'entreprise Béquille. Béquille avec Céline et Cyril Cointre qui vont nous rejoindre, qui en sont les deux fondateurs. Venez ici, sur scène, prendre place. Avant de recevoir le tout premier trophée de cette soirée, je vous propose de regarder en image, d'abord une petite présentation, puis après, Monsieur le Président, vous argumenterez pourquoi ce choix, avant de donner la parole à ce couple d'acteurs très engagés. Regardez. Concepteur et fabricant de stationnement pour les vélos, l'entreprise Béquille propose plusieurs types de solutions de stationnement à destination des collectivités, des entreprises ou des bailleurs. Dirigée par d'anciens commerçants, Cyril et Céline Cointre, cette jeune structure installée à Saint-Clar souhaite agir pour une ville bas carbone en créant notamment le premier arrêt minute pour vélo devant les commerces. La commercialisation de ce produit innovant a débuté au début de l'année et a vocation à se déployer auprès des commerçants et des associations de commerçants du territoire. Si la première série a été réalisée en partenariat avec une entreprise de Saint-Étienne, tout l'enjeu industriel pour les années à venir est de régionaliser une partie de la production pour être d'ici à 3 ans à 100% dans le Gers. Monsieur le Président, pourquoi ce coup de cœur, même si lorsqu'on écoute bien ce sujet, on comprend bien tout l'intérêt et le côté novateur de ce que vous avez mis en place. Oui, tout à fait. Béquille donc, est une jeune entreprise locale, puisqu'elle est implantée à Saint-Clar, donc une ville chère à notre député David Topiac, bien évidemment. Et donc, c'est une entreprise qui souhaite donc, révolutionner un petit peu le stationnement vélo de proximité en le rendant mobile et connecté. Voilà, donc Cyril et Céline ont su développer c'est une marque bienveillante, une marque citoyenne et une marque écologique autour d'un outil qui devient indispensable dès lors qu'on veut pratiquer le vélo. Donc c'est voilà un message d'encouragement que nous souhaitons adresser aux porteurs de projets, aux jeunes porteurs de projets, on va dire, pour faire évoluer notamment dans les habitudes, notamment en termes de déplacement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une récompense qui s'inscrit pleinement dans la lignée des initiatives que mène le département, puisque Béquille, nous avons déjà fait appel à cette entreprise pour différentes manifestations où nous avons aidé, on va dire, cette entreprise à être appelée par d'autres porteurs de projets. Ça a été le cas pour les estivales de l'illustration à Saran, pour lesquels cette entreprise a été sollicitée. Et nous avons également sollicité, dans le cadre de la fan zone que nous avons organisée dans le parc du département, donc le 8 septembre dernier, donc pour le premier match de la Coupe du Monde donc de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et donc, ils ont répondu présents, au-delà, on va dire, de nos attentes finalement, puisque au-delà, en plus d'être présents et d'accueillir ceux qui étaient venus à vélo, en même temps, ils nous ont fait un comptage qui nous a permis de nous rendre compte que finalement, sur les 1500 personnes qui s'étaient rendues dans le parc du département, il y en avait à peu près 700, c'est-à-dire presque la moitié, ou plus de la moitié peut-être, qui étaient venus soit à vélo, soit à pied. Ouais, ce qui était quelque chose d'extrêmement important et qui nous montre bien que finalement, on est dans le vrai en se préoccupant des mobilités douces. Monsieur le Président, on leur dire un mot à l'un et l'autre. Prenez le micro, je vous en prie, quelques instants. Est-ce que, d'abord, c'est parce que vous étiez des anciens commerçants que vous avez observé parfois la galère, il faut quand même se le dire, qu'il pouvait y avoir à se garer rapidement lorsqu'on se déplace à 2 roues, lorsqu'on a envie de s'arrêter, prendre un café, aller acheter un truc, etc. On voit bien qu'à chaque fois, il faut du temps. C'est pas forcément évident. C'est de cette observation qu'est partie votre idée ?
Exactement, c'était tout l'enjeu pour nous en étant ancien commerçant, c'était d'améliorer l'expérience client. C'est là où justement on a pu s'apercevoir qu'il n'y avait aucun confort à ce niveau-là pour le client qui se déplace à vélo. On l'a nommé, il s'appelle le cyclo-consommateur. Et oui, effectivement, on est innovant dans tout, hein, et dans la littérature. Et c'est là justement où nous avons voulu avec Céline intervenir. C'est pour pouvoir permettre aux commerçants d'avoir un mobilier qui se destine justement à stationner les vélos pour faciliter justement l'accès des cyclo-consommateurs dans leur commerce et permettre également à ce que ce client soit serein et le commerçant fait son travail avec lui. Et alors dans votre modèle économique, c'est plutôt justement le commerçant qui est voué à acheter, entre guillemets, votre innovation, ou alors ce sont plutôt les collectivités, c'est un petit appel du pied comme ça, ou les associations de commerçants qui peuvent être également subventionnées par les collectivités pour acheter ce type de produit? C'est un mixte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collectivité, c'est elle justement qui est en responsabilité de créer des places de stationnement à la fois pour les voitures et pour les vélos. Donc nous, notre sujet, c'est à la fois de pouvoir convaincre la collectivité de monter un petit peu au créneau vers les associations de commerçants pour les subventionner un petit peu, en vue justement de pouvoir s'équiper dans leur ville. Je pose une question que je pose rarement d'ailleurs sur scène, mais ça vaut combien cet équipement-là, un format, donc c'est pour 2 vélos, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc on aura 2 possibilités. C'est la première fois de ma vie que je demande ça vaut combien de béquilles. Donc allez-y. Je vous réponds, vous l'aurez à la location à moins de 40 € par mois. D'accord, oui, c'est un format locatif que vous avez su mettre en place. Exactement. Avec toute l'installation. Parfait. Exactement. Aujourd'hui, vous avez sorti combien de ces innovations? Alors là, on est en concrétisation justement avec une association qui s'appelle Cyclo-Consommateur en vue de pouvoir déployer 250 à 400 stationnements à minute chez les commerçants sur 5 régions. 5 régions, ça veut dire que d'ores et déjà, vous avez fait la prospection vous seul ou avec des relais et des partenariats? Non, on le travaille justement avec plutôt sous un format d'avoir des ambassadeurs dans chaque région. Très souvent, ce sont des proches soit d'associations de cyclistes, soit des associations de commerçants qui viennent justement nous soutenir pour justement pouvoir déployer facilement la solution. On va vous applaudir, Monsieur le Président. Je vous laisse remettre un des trophées. Vous choisissez lequel. C'est le bénéfice de passer en premier. Par contre, vous ne remettez pas le socle, c'est juste le trophée. En fait, le socle, vous savez, c'est comme ce qu'ils fabriquent. On le conserve. Je vous laisse remettre le trophée. En tout cas, regardez les photographes qui sont juste ici et recevez quelques applaudissements bien mérités. Voici donc la première entreprise lauréate de cette soirée. Bravo au conseil départemental, en tout cas, pour ce coup de cœur fort à propos. Bravo à vous. Merci, merci beaucoup. Allez, on va commencer maintenant les prix classiques. Alors, comme c'est un prix spécial, vous n'aurez pas à voter pour ce coup de cœur tout à l'heure. Vous aurez par contre à voter pour celui qui sera le lauréat de la première catégorie. Je ne pousse jingle. Je te pousse, ce sont de jeunes aventures pleines d'enthousiasme, pleines de promesses. Pour remettre ce prix, c'est le directeur de région de Serre France qui va me rejoindre, Guillaume Pujos. Quelques images au préalable de ce qu'est Serre France aujourd'hui. Allons-y. Communauté dynamique qui contribue chaque jour au développement de notre territoire. Fier de ses 65 années d'existence, Serre France est un acteur majeur de l'expertise comptable et des conseils pluridisciplinaires. Serre France Gascogne-Occitane est proche de vous et de votre entreprise. Grâce à l'expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur 30 agences de proximité, Serre France Gascogne-Occitane répond aux besoins de ses 9700 adhérents. Serre France, c'est une expertise complète. Juridique, sociale et paix, économique, gestion patrimoniale, informatique et digitale, environnement et agronomie, et bien plus encore. Nos conseils sont indépendants, libres de toute influence extérieure. Notre mission, vous accompagner à chaque étape de la vie de votre entreprise. De sa création à son développement, en passant par les difficultés, la reprise, la cessation et la transmission, tout en vous libérant de vos obligations légales. Nous sommes là pour vous, vous aider à croître, à piloter et à performer. Nous mettons à votre disposition des outils numériques innovants pour faciliter le pilotage de votre entreprise, ainsi que le passage à la facture électronique. Chez Serre France, nous voulons vous donner les clés pour anticiper les évolutions de votre secteur et prendre les meilleures décisions. Serre France, entreprendre ensemble. Guillaume Pujos, ce petit clip met enfin comment dire, le cap de la facture électronique et au-delà de la digitalisation, puisque c'est en réalité un palier supplémentaire à la digitalisation. On en est où? On peut éclairer d'ailleurs les entreprises aujourd'hui présentes dans la salle? Alors, bonsoir à tous d'abord. Alors, normalement, ça devait être l'année prochaine qu'il devait y avoir déjà choisir la plateforme. Ça a été repoussé s'inédit, comme on dit. Donc,
Nous, on reste sur notre... Est-ce que vous restez sur le... Parce que oui, vous avez... on reste sur notre passage obligatoire parce qu'on veut anticiper les choses. Donc, Parce que vous avez pris déjà pas mal d'avance, il voilà. faut le dire, chez Air Tout France, à avec fait. une sensibilisation vis-à-vis de vos clients, avec des choix technologiques déjà actés. Oui, on demande de plus en plus de choses à nos clients qui nous scannent les factures pour anticiper cette facture électronique. Donc on va continuer dedans. Normalement, c'est déplacé, mais on va continuer à le développer. Aujourd'hui, on le voit bien, l'incertitude fait partie du quotidien. La seule chose qui est certaine, dit-on, c'est l'incertitude, justement. Comment est-ce qu'on arrive à aider les entreprises à piloter? J'ai parfois même envie de dire à vue. Mais il faut être proche de nos clients. On a gardé le même nombre d'agences justement pour être à la proximité de nos clients et être à l'écoute de nos clients et anticiper les évolutions. Ce n'est pas toujours évident, mais en étant proche et on intervient sur plusieurs domaines, du juridique, de la paye, de plusieurs domaines. Donc c'est important d'être proche de nos clients. Donc, la proximité. La proximité. Voici, je ne sais pas si ce sont 3 clients, mais en tout cas 3 jeunes pousses. Des futurs. Que l'on va découvrir. Des futurs sans doute. 3 jeunes pousses qui méritent en tout cas le coup de projecteur qu'on va leur offrir ce soir. Presque, j'ai envie de dire, presque plus que les autres. Parce qu'au travers de ces 3 jeunes pousses sélectionnés, Monsieur le Président, on a l'avenir de ce qu'est l'entrepreneuriat de ce territoire. Et vous allez voir à quel point il est pluriel. Regardez. Biscuiterie bio et artisanale qui s'est installée à Cologne en 2021, les Petites Manies réalisent toutes les étapes de confection de ces biscuits en interne. Elle affine ses recettes en fonction des approvisionnements locaux fournis par des producteurs engagés en agriculture biologique. Julien Blavy développe une gamme sucrée et salée dans son atelier de 90 mètres carrés installé au cœur de la pépinière d'entreprise Le Site à Cologne. Orienté pour les professionnels du Gers et de l'agglomération toulousaine, les productions des Petites Manies visent des débouchés plus larges, notamment avec de nouvelles recettes de pâtisserie sèche. Après 12 ans passés à monter des événements aux 4 coins du monde pour le secteur de l'aéronautique, Florian Vigue s'est remis en question à la suite du confinement et d'une naissance. Il part alors trouver l'inspiration dans les montagnes et monte une agence événementielle et de voyage pour créer des séminaires et des expériences authentiques en Occitanie. Son activité, pensée pour avoir un impact positif sur la région et une empreinte environnementale proche de zéro, va reverser 13% de ses bénéfices à des actions issues des territoires visités. Créé en 2021 par Étienne Balaguer, un audioprothésiste qui a rejoint le réseau d'indépendants Sonance, l'enseigne d'audioprothèse Deos contribue à rendre accessible à tous le bilan auditif personnalisé et l'appareillage auditif. Natif de Condom, Étienne Balaguer a décidé de venir s'implanter sur son territoire natal pour développer ses différentes compétences au cœur d'un milieu rural souvent éloigné de tels soins. Totalement indépendant, notamment vis-à-vis de tout fabricant, le professionnel peut se permettre aussi d'innover. Il a ainsi le projet de fabriquer lui-même certains dispositifs comme des bouchons ou embouts auriculaires. Vous pouvez applaudir ces 3 entreprises, s'il vous plaît, nommées dans cette catégorie. Donc c'est l'heure. C'est l'heure, c'est le moment. Le lauréat Jeune Pousse 2023. L'entreprise Sonance Audition Balaguer. Et je demande à Étienne Balaguer de nous rejoindre ici sur scène. Lui qui a créé donc en septembre 2021 cette entreprise qui a rejoint un réseau d'indépendants, c'est important de le dire. Prenez le micro, je vous en prie, ici même. Totalement indépendant, ça veut dire que ça l'est également vis-à-vis de tous les fabricants, de l'ensemble de celles et ceux qui parfois sont des conseilleurs qui en réalité ont des liens avec évidemment la fabrication. Vous, dans votre réseau, ce n'est pas le cas. C'est ça qui vous a attiré, je crois, dans ce réseau. Tout à fait. Donc, en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont rachetées par des fabricants, et notamment de grands groupes. Et l'indépendance me permettait justement d'avoir une liberté vis-à-vis des patients par rapport à beaucoup de donc la fabrication des prothèses auditives, notamment par rapport à du pédiatrique. Il y a des enfants qui ont besoin de certains dispositifs qui peuvent être différents. Et donc, ce degré de liberté était important. Voilà. Le but pour vous, quelque part, pour aller au fond de ce métier, quelque part, je crois aussi une forme de passion, c'est d'avoir la capacité à fabriquer vous-même
des prothèses, quel que soit le client, vous avez chez vous, dans votre cabinet? Oui, tout à fait. Donc souvent on a besoin d'un embout sur mesure puisque les formes d'oreilles sont différentes et notamment aussi sur de la prévention dans le bruit. Je fais de la prévention auprès des entreprises pour prévenir plutôt que guérir. Donc on a besoin de faire des tests et de mouler après des embouts sur mesure. Et donc c'est un projet futur pour former aussi une personne en parallèle, puisque nous sommes 2, et j'aimerais former quelqu'un en parallèle pour la fabrication avec une imprimante 3D et pour fabriquer directement les empreintes sur mesure, les bouchons sur mesure et les bouchons anti-eau aussi pour si on a des otites ou des perforations tympaniques pour protéger le tympan. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans votre métier, il n'y a pas que le curatif. On insiste trop peu souvent. Alors bien sûr, il y a le bilan auditif, il y a le fait de ne pas laisser se dégrader une situation, mais on insiste trop peu souvent sur le fait qu'il peut y avoir des petits appareillages très simples aujourd'hui qui permettent finalement d'anticiper des problèmes à venir, parce que dans un milieu professionnel qui, pour X raisons, nécessite beaucoup de bruit, je suis bien placé pour vous le dire, parce qu'on est au fin fond, on a une activité aquatique, etc., etc. Donc c'est bien ça. Aujourd'hui, la prothèse, elle n'est plus que pour soigner ou pour corriger. Exactement. Ce qui est très important, c'est qu'il y a une prothèse auditive, mais il y a surtout un aspect de rééducation. Avoir aujourd'hui une prothèse auditive, c'est surtout comprendre l'environnement des personnes, qui est totalement différent d'un patient à l'autre. Et donc ça, c'est un peu aussi le futur par rapport à ça, où il y a un fauteuil de rééducation auditive qui a fait partie de mon mémoire et sur lequel on axe sur chaque patient et qui rééduque la compréhension dans le bruit. Et pour ça, c'est là où c'est tout à fait différent de juste poser une prothèse auditive réglée. Il y a tout un phénomène de suivi et qui est très régulier avec les patients. Et ça l'entreprise a été axée sur ça, sur les services et le suivi auprès des patients pour cette rééducation. Allez, ce qui fera grand bruit, j'imagine, c'est la diffusion de la photo qui va maintenant être réalisée avec la remise de ce trophée. On va vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Bravo. Et merci à Serre France d'avoir parrainé cette catégorie. Merci beaucoup. Sans plus tarder, pendant que la photo se réalise, on va lancer le jingle de la prochaine catégorie, Made in 32. Le Made in 32 avec Jean-Loup Valadier, qui est le directeur général du groupe coopératif Val de Gascogne. Quoi de plus normal pour une structure coopérative qui, dans son secteur, milite évidemment pour un savoir-faire local, localisé. Regardez.
On va laisser dérouler les images derrière nous et commencer à parler, Jean-Louis Valadier, de ce qui a fait peut-être ce qui des faits marquants de l'année à retenir pour Val-de-Gascogne. Et j'ai presque envie de dire en général d'ailleurs, hein, pour le monde agricole. On a parlé tout à l'heure du monde économique avec le président de la Chambre. Que dire de cette année qui vient de s'écouler? Bonjour à tous. Donc l'année qui vient de s'écouler, on va l'oublier rapidement, Eric. Très bien. Hein, et on va passer à l'année qui arrive, qui me semble beaucoup mieux orientée. Non, en deux mots, ça a été difficile pour les structures agricoles parce que des difficultés de rendement, des difficultés de collecte, et puis comme pour les autres entreprises, des charges externes qui ont explosé, etc., etc. Une année difficile, y compris pour les structures de transformation locales qui sont censées laisser de la valeur ajoutée sur le territoire. Cette année, il y en avait un peu moins. L'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Okay, sur quoi est-ce que vous basez pour dire en effet 2024, quelques signaux là sont positifs et on a de quoi espérer? Bon, déjà, on a des collectes qui sont fortes. Oui, donc, déjà si premier élément. Sur nos métiers de base, plus il y a de collectes, plus il y a de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, on a des relations qui se détendent avec les acheteurs des entreprises de transformation. Oui. Donc notamment Gers Farine dans le Gers, notamment l'huilerie Presse de Gascogne. Et on a toujours des magasins gamme vert qui fonctionnent très 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 bien. Je vous propose, mon cher Jean-Louis, de regarder le portrait des 3 nommés dans votre catégorie. Et ensuite, on va découvrir ensemble qui a retenu l'attention du jury. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de renouvellement dans votre secteur d'activité. Et on va le voir... allez, on peut le dire, une réinvention permanente. J'en dis pas plus, regardons les portraits. Exploitation familiale de 170 hectares dans le sud du Gers depuis 7 générations, la famille Barthé est depuis plusieurs années à la fois céréalier et producteur de légumes plein champ en agriculture biologique. Pour commercialiser l'ensemble de leurs légumes, parfois hors calibre, André et Corinne Barthé ont décidé de démarrer un projet ambitieux de transformation avec une légumerie de 2300 mètres carrés installée au cœur même de l'exploitation. Composée aujourd'hui de 8 salariés sur la partie légumerie et 3 autres dans les champs, l'entreprise envisage la construction d'une grande serre photovoltaïque. C'est au sein de l'exploitation familiale que débute l'aventure El Bufala à Cossens. Après une première carrière dans la restauration, Lucille Martin travaillait depuis quelque temps à une idée de reprise de la ferme familiale avec une conception originale. En 2020, après 6 mois de travaux, elle implante 12 bufflonnes. Peu à peu, le projet prend forme et rejointe par son mari, elle dispose à présent sur l'exploitation de 15 bufflonnes laitières et de 65 hectares de terres converties en prairies et luzerne pour le pâturage et le foin. L'activité s'ouvre au grand public 2 jours par semaine avec les accueils à la ferme ou la présence sur les marchés. Domaine familial depuis 3 générations de vignerons, le domaine Intras est aujourd'hui géré par Michel Maestro-Juan, revenu dans le Gers après des études dans le vin. Désireux de s'orienter vers une agriculture plus vertueuse, il a fait le choix du bio côté vigne et de la biodynamie pour les céréales, les bosquets et les haies. Le domaine d'Intras nourrit de beaux projets comme celui d'un programme de régénération avec l'association Arbres et Paysages ou encore, à moyen terme, la construction d'un chai écoclimatique. Vous les applaudissez tous les 3, s'il vous plaît. Alors, qui le jury a-t-il retenu ce soir? Alors, Barthé Bio. Il s'agit de Barthé Bio, l'exploitation qui s'est tournée vers la transformation et qui va nous rejoindre. André Barthé, il est là, vous pouvez l'applaudir. Venez, je vous en prie. Venez, monsieur Barthé, vous allez prendre le micro, je vous en prie. Venez au centre de la scène, venez, venez. Alors, exploitation familiale, nous le disions, 270 hectares du sud du Gers depuis 7 générations. Vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau défi. Je parlais de réinvention sans cesse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner d'abord du côté agriculture biologique, mais ensuite, de démarrer ce projet ambitieux de transformation avec une légumerie au cœur même de l'exploitation? On va essayer de monter votre micro et on va le stabiliser. Allez-y. Bonsoir. Bon, ce qui nous a motivés, on va dire, pour se lancer un peu, vu mon âge,
un peu avancé dans Vous cette parlez bien près, aventure, par contre, de celui-ci. c'est que nous sommes producteurs de légumes bio sur l'exploitation. Nous avions environ 40 hectares de légumes. Et chaque année, nous jetions une grande quantité de légumes qui étaient déclassés, soit parce qu'ils avaient des calibres qui ne correspondaient pas au marché, ou déformés, pas très jolis. Donc on a dit pourquoi toujours ce gaspillage. Donc il y a quelques années, nous avons réfléchi, et c'était l'avant-Covid, où tout le monde était motivé pour se lancer dans cette aventure du bio, de l'agroalimentaire. Bon, nous ne déchantons pas, mais nous sommes toujours dans l'aventure et nous persévérons. Alors, c'est une belle aventure parce qu'il y a un atelier d'une surface de 2300 mètres carrés et mine de rien, aujourd'hui, une volonté d'avoir à la fois des produits très spécifiques. Vous avez des soupes que vous commercialisez au niveau national, des surgelés, et puis des choses qui peuvent se vendre sur le marché. Voilà. Nous continuons à produire des légumes bio pour des metteurs en marché locaux, régionaux, des SICA, etc. Nous avons notre propre circuit de commercialisation en légumes frais auprès de magasins spécialisés bio sur les 3 ou 4 départements limitrophes. Et après, nous avons cet outil de transformation également. Nous faisons des veloutés, des tartinades, des gazpacho, et nous avons monté une ligne de surgelés de légumes, dont des frites de patates douces, etc. Et là, c'est sur le plan national, quoi. Et pour continuer à innover, je crois que vous avez également un projet de serre photovoltaïque. Voilà. Alors, nous avons un projet. C'est toujours un projet parce que c'est très difficile. J'ai bien fait de dire projet. J'ai bien fait de dire vous n'avez pas signé pour une serre. De bouleverser un peu les mentalités, parce qu'on allie souvent le photovoltaïque à l'aspect pécunier. Beaucoup de projets ont été montés pour faire des serres, et c'était essentiellement pour produire de l'énergie et non du légume ou autre dessous. Et actuellement, il y a un progrès dans ce domaine-là. Il y a des serres qui sont en train d'évoluer pour permettre la biproduction, quoi. Et que ça soit autant rémunérateur pour l'investisseur qui investira sur le photovoltaïque que sur l'agriculteur qui produira dessous, quoi. En tout cas, on souligne tous ces projets. On va vous remettre le trophée. Je vous en prie, prenez ce trophée. Hop, je récupère l'enveloppe en échange. Posez le micro, je vous en prie. Voici la photo qui va de pair. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, on va lancer le prochain jingle qui va nous permettre de découvrir la prochaine catégorie de cette soirée. Allons-y. La catégorie suivante, c'est la catégorie industrie, avec Prévi France comme partenaire. Béatrice Lopez, chargée d'affaires entreprise, va nous rejoindre ici sur scène pour qu'on découvre quelques images de ce que représente aujourd'hui l'engagement de Prévi France sur ce territoire. Regardez. La mutuelle Prévi France est une maison mutualiste historique née dans le sud-ouest de la France. Depuis plus de 75 ans, nous sommes l'allié du quotidien de nos adhérents. À leur service, quand ils en ont le plus besoin, elle veille sur leur santé, sur leurs activités, sur leurs projets et sur leurs proches. Avec un chiffre d'affaires de 232 millions d'euros, près de 390 000 personnes protégées, dont 13 000 entreprises, et plus de 500 collaboratrices et collaborateurs, elle fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale. Soucieuse de répondre pleinement aux besoins de ses adhérents, elle propose une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu'en matière d'épargne retraite, assurance vie, assurance de biens et prévoyance obsèques. Ancrée au cœur des territoires, la mutuelle Prévi France dispose de son propre réseau d'agences, ainsi que d'espaces d'optique et de centres d'audition, permettant ainsi de cultiver une relation de proximité avec ses adhérents. Elle est la mutuelle de l'ours. Prévi France est l'allié de ses adhérents, présent à chaque instant, parce que protégé est dans sa nature. Mutuelle Prévi France, vous protéger, c'est naturel. Béatrice Lopez, présentez-nous la personne qui est à vos côtés, et ça montre le côté équipe de Prévi France. Bonsoir. Je vous présente mon collègue Olivier Saint-Cernin qui s'occupe des travailleurs indépendants.
Nous sommes situés sur la place d'Enfer Rochereau, donc juste derrière, c'est ça? Voilà, c'est ça, juste à côté d'ici. Nous nous occupons de la partie santé, prévoyance, épargne retraite pour les entreprises. Alors, vous avez décidé de parrainer la catégorie industrie, parce qu'il est intéressant de dire, c'est que vous avez à la fois des spécialistes pour les micro-entreprises, les TPE, les indépendants, de votre présence ici même, mais également des services à la carte pour les grands donneurs d'ordre, pour les grandes entreprises. C'est ça aujourd'hui, être une mutuelle de proximité, avoir tout le panel de ce qui peut être l'accompagnement des uns et des autres? Oui, effectivement, depuis 2016, quand il y a eu la mutuelle à titre obligatoire, la généralisation de la mutuelle, nous avons décidé d'innover, de faire des propositions de prévoyance et de contrat santé sur mesure, hein. Donc pour chacun de nous, et aussi la partie des conventions collectives. Alors vous allez découvrir sans plus tarder le contenu de cette enveloppe. Le suspense va démarrer parce qu'il n'y a pas de nommé dans cette catégorie. C'est une catégorie transversale, donc il y a directement un lauréat que vous allez appeler ici sur scène et qui va nous rejoindre. Je vous en prie. Le lauréat de cette catégorie est Thémis Aéro. Thémis Aéro. Vous applaudissez Didier Lafargue et Sandrine Lafont qui sont les co-gérants. Je ne sais pas s'ils sont là tous les deux ou l'un ou l'autre, ils sont là tous les deux. Venez nous rejoindre ici même. Des sous-traitants qui poursuivent leur développement. Une entreprise qui a été créée en octobre 2018. On va en savoir plus avec le petit reportage qui vous a été consacré et que nous découvrons en images. Regardez. Créée en 2018 après la reprise d'une structure qui connaissait des difficultés financières, Thémis Aéro a depuis toujours nourri des projets de croissance, notamment grâce à un parc de 5 machines destinées à de l'usinage de pièces de mécanique de précision et de petit assemblage. Après être passée en 2 ans de 5 à 15 personnes, puis de 5 à 10 machines, l'entreprise a marqué le pas lors de la crise Covid. Mais au lieu de licencier, elle a choisi de faire de la croissance externe en rachetant une partie de l'outil industriel du groupe Lawak à l'île Jourdain. De 2021 à 2023, Thémis Aéro, dirigé par Sandrine Lafont, est passé à 50 collaborateurs. Aujourd'hui, le contexte aéronautique est redevenu porteur et l'entreprise, pleinement installée dans son bâtiment de 4000 m², entourée de 28 machines, tourne à plein régime. Une preuve s'il en est qu'avec de la résilience, l'envie de continuer à avancer, même quand les bons de commande, les carnets de commandes se ralentissent, on peut faire de bons choix, des choix audacieux. Vous, ce cap-là de la crise Covid, ça a été un cap assez décisif finalement, hein. Oui, c'en était un. En plus, l'audace, c'est une de nos valeurs fondamentales chez Thémis. L'audace, l'engagement et l'humilité aussi, bien sûr. Donc, ouais, il a fallu une bonne dose d'audace, beaucoup d'engagement et aussi beaucoup d'humilité pour accepter de se remettre en cause tous les jours, essayer de faire mieux que la veille et garder le cap quand ça ne va pas. Alors aujourd'hui, on le voit, le marché a quelques signaux plutôt positifs dans votre secteur d'activité. Cela dit, est-ce que la principale difficulté, elle n'est pas maintenant, au contraire, d'arriver à livrer, d'arriver à produire et d'arriver donc à recruter pour cela? Oui, on bosse beaucoup pour l'aéronautique à 90%, donc il y a du boulot aujourd'hui, il y a de la demande. Airbus annonce des montées en cadence, Boeing annonce des montées en cadence, Dassault fait un nouvel avion. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. On préfère gérer de la croissance que de la récession. Après, on n'est pas épargné depuis 5 ans. Thémis va avoir 5 ans à la fin du mois. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire, merci. Mais on n'a pas été épargné parce que le Covid, bon, le monde était à l'arrêt, l'aéronautique aussi. Et depuis 3 ans, on subit une inflation inouïe. C'est incroyable. Tout ce qu'on achète a été multiplié par 1,5 dans le cadre de l'entreprise. Mais pour nos équipes, eux aussi, ce qu'ils achètent est multiplié par 1,5. Donc, il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue sur les salaires. Il faut qu'on accompagne tout ça. Donc, c'est dur. Mais quand c'est dur, voilà, il faut être encore une fois résilient, garder le cap et avancer. Mais c'est des bonnes problématiques, il y a du boulot aujourd'hui. Je reviens sur le recrutement. Vous recrutez où? Sur quel bassin? Nous, on est sur un métier quand même très spécialisé. On est sur un métier technique. Pour autant, on essaie de rendre ce métier le plus accessible possible par du process en amont et en rendant la chose la plus facile possible aux ateliers de production. Donc aujourd'hui, ça nous permet de recruter des gens qui n'ont jamais travaillé sur des machines à commande numérique.
on les reçoit, on les accompagne, on les forme. Donc on a la base technique pour recruter des gens qui ne sont pas forcément formés, qui ont envie de changer de métier. Aujourd'hui, on est attractif au niveau salaire, on est attractif sur les primes extraordinaires. Donc s'il y a des gens qui ont envie de changer de métier, on sait les recevoir et les former. Ouais. L'appel est lancé. Ouais. Quand vous partagez le boulot, je n'ai pas dit le micro ce soir, mais quand vous partagez le boulot au quotidien, on s'entend bien. Hein, oui, ça j'imagine, mais alors, et concrètement, qui fait quoi dans l'entreprise? Alors, Sandrine sera plutôt sur la partie ressources humaines, administration, finances, qualité. Et moi, je m'occuperai un peu plus du développement commercial et de la prod. Mais aujourd'hui, on est 50 personnes, donc on commence vraiment à se structurer. Ça nous permet à nous de prendre du recul, à travailler sur les problématiques environnement, sécurité pour Sandrine. Et moi, un petit peu à travailler sur la pérennité et le développement de Thémis pour les 5 prochaines années. Avant de prendre Thémis, vous faisiez quoi l'un et l'autre? On était tous les deux salariés dans l'aéronautique, donc on avait en nous cette volonté farouche d'entreprendre. Donc on a su saisir cette occasion en 2018, mais dans un secteur d'activité dans lequel on bosse depuis plus de 25 ans. Ouais. En tout cas, vous avez franchi le cap à un moment, et c'est également cette audace que l'on récompense ce soir au travers du trophée qui va vous être remis. Venez, je vous en prie, et venez au centre de la scène si vous voulez pour varier un peu les photos. Venez au centre de la scène. Hop. Regardez, ici même le photographe présent pour vous immortaliser ce moment. Merci beaucoup, à vous applaudir très fort. Et merci à Prévifrance, partenaire fidèle, c'est l'année de ces Septiors. Je vous laisse regagner la salle, et l'un et l'autre. On va continuer à dérouler le programme de cette soirée. Le prochain prix est un prix qui traduit bien l'époque dans laquelle nous vivons et les engagements que les uns les autres prennent. C'est le prix de la RSE Jingle. Et c'est le groupe Scala qui est le partenaire de cette catégorie. Je vais demander au conseiller commercial Fleet, professionnel, mais également véhicule utilitaire, VP, de venir vouloir nous rejoindre. Pierre Carillot, quelques images de Scala aujourd'hui qui ne cesse d'étendre son périmètre géographique. Regardez. On laisse dérouler le film parce qu'il montre à quel point le groupe s'est agrandi historiquement à Pamiers pour le point de départ. Il y a eu plusieurs rachats au fur et à mesure. Et aujourd'hui à Auch, quelles sont les marques que vous développez? Donc bonsoir à tous. Sur la concession de Auch, on a Volkswagen et Audi Occasion. Alors le groupe s'appuie sur des structures de différentes tailles et différentes façons de travailler, mais avec toujours une forme de proximité qui est dans l'ADN, je dirais, de l'entreprise. Oui, donc Scala, en fait, à la base, c'est une entreprise, c'est 2 personnes, c'est monsieur et madame Stival qui ont créé ça à Pamiers. Et donc après, il y a un associé qui les a rejoints, c'est Nicolas, qui a commencé apprenti chez eux. Et aujourd'hui, on est entre 150 et 180 salariés. On part de Narbonne, Perpignan, Pamiers, Auch, Saint-Gaudens, Lannemezan et Tarbes. Donc il y a des conseillers commerciaux qui sont là depuis plus de 20 à 30 ans dans le groupe Scala. De quelle façon le volet RSE, puisque vous êtes le partenaire de cette catégorie, de quelle façon est-ce qu'il se développe très concrètement en action dans le groupe? Donc nous, au niveau RSE, on est en train de développer, on est en train de mettre des panneaux photovoltaïques sur la plupart de nos concessions, des ombrières sur les parkings avec des panneaux photovoltaïques. On a créé un parking avec des bornes de recharge sur le site de Narbonne où la production des panneaux photovoltaïques alimente les bornes.
on recycle 99% de nos déchets dans les ateliers. Par exemple, on a les housses, on a les chiffons, on a de l'absorbant biologique, on est tout en LED, on essaye de se développer. Les actions sont multiples aujourd'hui dans tous les secteurs, exactement. on le voit bien. Et on vend des véhicules électriques. Ah ben tiens, vous m'aurez dit l'inverse, je vous aurais pas cru. Ça. Non, vous avez bien fait, vous avez très bien fait. On va découvrir d'autres entreprises qui sont très impliquées, on le voit dans ce champ de la RSE, de façon très différente d'ailleurs. 2 entreprises finalistes dans cette catégorie, on découvre leur portrait, allons-y. Il existe dans le Gers un réseau de 4 salles de sport ouvertes 7 jours sur 7, installées en milieu rural, qui s'est donné comme mission de faire revivre à Vic-Fezensac, Mirande, Montréal du Gers et Gimont d'anciens locaux des centres-villes, en redonnant l'accès à la pratique sportive à tous et pour tous. Pour Dan Loisier, le fondateur de Baille Mon Atelier, derrière ses ouvertures labellisées RSE Occitanie, il y a aussi une vraie démarche de réduction de l'impact carbone en proposant sur place des prix attractifs pour éviter de prendre sa voiture vers les équipements réservés aux grandes villes. Quant à la partie reconnexion, il s'agit d'une autre activité complémentaire qui se distingue par l'aménagement de salles de sport dans les entreprises avec du matériel d'occasion reconditionné mis à disposition sous forme de location. Société coopérative créée en 1985, ARM s'installe en premier lieu à Colomiers avant de poursuivre son développement dans les domaines de l'aéronautique, l'énergie et l'agroalimentaire. Aujourd'hui composée de 45 personnes et installée à Pujaudran, ARM a connu ces dernières années une croissance externe avec la reprise d'une chaudronnerie en 2016, puis l'an dernier d'une autre société d'usinage dans le Tarn. En parallèle, sous l'impulsion de Joël Brie, son dirigeant, un accent particulier a été porté sur le volet RSE avec à la fois un bâtiment à énergie positive, la mise en avant de la mobilité électrique et depuis 18 mois, un mode de management avec une semaine de 4 jours pour une partie de ses activités. Et vous les applaudissez tous les deux, s'il vous plaît, bravo. Un seul lauréat va nous rejoindre, c'est bien parce qu'on montre que c'est très diversifié comme champ d'action et d'activité. Le lauréat est Baille Mon Atelier et Reconnexion. Baille Mon Atelier, Reconnexion. Dan Loisier est le fondateur. Gisèle Ferrante est également la cheville ouvrière. Venez nous rejoindre tous les deux. Je disais deux portraits, 2 entreprises très différentes pour ce mano à mano final. Prenez le micro et l'un et l'autre. On va peut-être démarrer par vous, en effet, pour le côté salle de sport, avant de parler plus spécifiquement de reconnexion. D'abord, les salles de sport. On est loin des usines à muscles que l'on connaît par ailleurs. On est dans une relation de proximité en se disant qu'en effet, j'ai bien aimé cette approche, pas besoin d'aller dans les grandes villes ou d'aller très loin pour pouvoir s'entretenir, entretenir son corps. C'est ça le défi ? Exactement. C'est-à-dire que ça part d'une histoire. Il faut parler bien près du micro. Ça part d'une histoire, la mienne. C'est-à-dire que historiquement, j'ai perdu 44 kilos. Et c'est l'histoire d'une transformation où j'ai jamais trouvé ma place dans les grandes salles, les grandes structures, où c'est une image, mais c'est une machine à muscles. Hein. Il y a les miroirs, il y a des personnes très musclées, et j'y ai jamais trouvé ma place. Et en arrivant dans le Gers, parce que je suis plutôt de la région parisienne, on va dire, il y a eu cette envie de créer un environnement de proximité avec cette démarche RSE dès le départ. Et c'est surtout, mes parents sont commerçants, grands-parents commerçants, arrière-grands-parents commerçants, et on voit mourir nos centres-villes. Et il y avait cette idée, et c'est vraiment un leitmotiv chez nous, de reprendre, je dirais, des locales historiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne donne même pas les adresses de nos sites. Par exemple, donnez-moi les villes quand même. À Vic, on dit chez Pustienne, parce que tout le monde connaît chez Pustienne, à Vic. À Mirande, on vient de reprendre, parce qu'on a ouvert au mois de septembre, la 4e. On vient de reprendre les établissements du Four, installés depuis 1939. Alors oui, nous, les personnes d'avant parlaient de résilience. On a ouvert mon atelier en janvier 2020. Oui, pile au bon moment. Au mois de mars, on a connu notre première fermeture. On a rouvert au mois de juin. Et avec toutes les interrogations qu'il y avait d'ailleurs sur les salles de sport et sur les lieux de pratique, etc. On ne nous a rien demandé. On nous a dit, vous êtes fermés. Et on a rouvert au mois de juin pour refermer au mois d'octobre pour ouvrir au mois de juin de l'année d'après. Donc on a connu sur les 18 premiers mois plus de mois de fermeture que d'ouverture.
Et pourtant, et je tenais à les remercier vraiment, mes partenaires, mon partenaire, parce qu'il n'y en a qu'un financier, le Crédit Agricole, on a tout de suite compris dans cette résilience que si on voulait s'en sortir, il fallait monter une deuxième, et il fallait soutenir la croissance et soutenir cette démarche. Et c'est en soutenant cette démarche, notamment avec l'ouverture de celle de Gimont, qu'on s'est rendu compte que dans notre économie, qui est le monde du sport, il y avait beaucoup d'achats de matériel neuf, mais que l'occasion, on ne savait pas quoi en faire. Et nous, pour soutenir notre croissance, on s'est dit que même pour nos salles, parce que toutes nos salles sont équipées avec du matériel d'occasion qu'on a été chercher à droite à gauche, il nous manquait un pan. Et est née Reconnexion, avec notamment Ghislaine, qui est ma principale associée. On a décidé donc d'ouvrir notre expertise du domaine aux entreprises, donc en aménageant des salles de sport dans les entreprises. Dans les entreprises, Dans les entreprises. Et non pas en forme d'achat, parce que c'est très lourd, le matériel de musculation coûte très cher. À tous les sens du terme, vous avez raison. Non, nous, notre abonnement, on est les moins chers de France. Il n'y a pas de frais d'engagement, il n'y a pas de frais de dossier. Notre mission, c'est d'offrir le moyen d'accéder au sport avec du matériel professionnel à moins d'un quart d'heure de chez soi. Et pour ça, on a défini deux axes principaux. Les cœurs de ville, parce qu'aujourd'hui, vous prenez Vic comme Mirande, on peut les citer. On leur dit, si vous voulez faire du sport, il faut prendre votre voiture, il faut aller à Auch. Alors que chez eux, il n'y a pas moyen. Et donc, on a tout d'une grande structure. Et voilà. Et donc là, on a lancé Reconnexion. Et donc, chez Reconnexion, vous avez combien d'entreprises vous avez convaincu aujourd'hui déjà de s'équiper de matériel de sport d'occasion? On est très fiers de ce prix parce que on a, à l'heure actuelle, 0 client. C'est parfait. Parce qu'on fait partie du village Crédit Agricole. On a rejoint l'incubateur Crédit Agricole. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Et on est officiellement ouvert, hein, donc c'est bon. Et on a effectué nos premiers devis. Et on a nos premiers contacts avec des grandes entreprises comme le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, où on est en cours de discussion pour équiper les 3 sites, les 3 sièges. C'est bien parce qu'il va passer tout à l'heure, ça ne lui met pas la pression pour ça, très bien. Je ne mets pas la pression, tout va bien. Mais vous l'avez remercié déjà, donc c'est bien. C'est déjà ça. Sans eux, on ne serait pas grand-chose non plus. Et je pense que c'est important de les mettre en avant quand on est une petite structure comme la nôtre, où on est quasiment en autofinancement total, parce qu'on reste indépendant, et chaque salle a son univers, et voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez plus qu'à acheter, vous avez vu, pour les concessions, une petite place à côté de l'occasion, ce sera parfait. Avant ça, je vous laisse soulever, non pas de la fonte, mais soulever ce trophée pour le remettre, avec quelques applaudissements bien mérités, encore une fois. Bravo à By Mon Atelier, donc Reconnexion, cette toute nouvelle activité. Merci beaucoup. Prochaine catégorie, jingle, allons-y, innovation. Ou pas? Si, c'est parfait. Alors l'innovation, elle est portée en particulier par un partenaire incontournable lorsqu'on prononce ce mot innovation, c'est Enedis. Priscilla Morinet, la directrice territoriale, elle va nous rejoindre pour qu'on découvre quelques images de l'action d'Enedis sur le territoire. Regardez. Pour Enedis, l'électricité en réseau, c'est l'affaire de tous. Entreprise de service public, sa mission est d'assurer la gestion et l'exploitation des réseaux électriques de distribution sur l'ensemble du territoire. Guidés par l'équité et la transparence, les 39 000 salariés d'Enedis mettent tout en œuvre pour acheminer l'électricité à leurs clients, où qu'ils soient et quel que soit leur fournisseur. Sur le terrain, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils s'engagent pour offrir un service de proximité optimal. Véritable urgentiste de l'électricité, ils se mobilisent pour réparer les dégâts causés par les événements climatiques exceptionnels et rétablir au plus vite l'alimentation des foyers et des entreprises. Au quotidien, comme dans l'urgence, engagement et réactivité sont leurs maîtres mots. Avec Enedis, le futur se construit tous les jours. Pour moderniser le réseau, améliorer sa sûreté et sa performance, plus de 3 milliards d'euros sont investis chaque année au cœur des territoires. Avec l'ensemble de ses partenaires, Enedis construit les Smart Grids, les réseaux intelligents de demain. Ces technologies numériques sont indispensables pour permettre l'essor des énergies renouvelables et l'émergence de nouveaux usages, comme celui des véhicules électriques ou des objets connectés. Le nouveau compteur communicant Linky
est la clé de voûte de cette évolution. Il offre aux clients une assistance précieuse et ouvre les portes d'un nouvel univers de services pour les collectivités et les citoyens. Par son engagement, Enedis joue un rôle central dans la transition énergétique et chaque salarié s'engage aux côtés des territoires pour un développement économique durable et solidaire. Chaque jour, les hommes et les femmes d'Enedis construisent le service public de l'électricité de demain. Priscilla Moréné, directrice territoriale, vous allez remettre ce trophée, alors qui porte quelque part l'essence même de cette soirée. Ensuite, nous accueillerons notre expert, docteur en psychologie sociale et cognitive, Romain Bouvet. Mais avant cela, et avant de découvrir les deux finalistes de cette catégorie, vous vous rendez compte à quel point, plus que jamais, on attend de vous de la donnée, de la data, du conseil, de l'accompagnement, du sur-mesure. On est bien loin. Si on s'était vu il y a 10 ans, on était dans un autre monde pour parler d'énergie, pour évoquer ce que serait le futur. Plus que jamais, on a besoin de la data. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc en effet, Enedis entretient et exploite les réseaux de distribution d'électricité. On a besoin de la data. On a notamment besoin de la data pour rendre possible la transition écologique. Moi, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que les réseaux de distribution, le réseau public, il n'appartient pas à Enedis. Il appartient aux collectivités territoriales et c'est important de le rappeler. C'est vrai. Et du coup, nous, on accompagne au quotidien les collectivités dans leurs projets de transition écologique, avec les compteurs Linky notamment, puisque vous parliez de data, mais il y a plein d'autres choses. Mais il y a plein d'autres outils aujourd'hui, avec beaucoup de pilotage en partenariat. On pense à tout ce qui est au niveau des éclairages publics, notamment. On voit de plus en plus de collectivités qui travaillent avec vous sur une façon de gérer le plus intelligemment possible les éclairages publics, avec des nécessités de sécurité d'un côté, de visibilité, mais aussi une nécessité d'économie. Oui, tout à fait. Donc l'hiver dernier, le contexte était un petit peu compliqué sur le plan international. Oui. Les prix de l'énergie s'étaient envolés. Et donc Enedis a innové et on a développé avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie une solution pour permettre justement aux collectivités de piloter leur éclairage public. Puisqu'en fait, pour vous donner un repère, l'éclairage public pour une collectivité, en moyenne, ça représente 40%. Donc c'est énorme. Et donc on a développé cette solution justement pour permettre aux collectivités intéressées en relation avec les fournisseurs de pouvoir éteindre l'éclairage public entre minuit et 6 heures. Donc c'est une innovation au service des économies d'énergie et de la sobriété énergétique. On va découvrir les deux entreprises finalistes dans cette catégorie innovation. Toutes les entreprises pouvaient y concourir, donc beaucoup sont dans d'autres catégories que nous avons vues ou que nous allons voir dans la soirée. Il nous reste deux finalistes, donc voici le portrait. Allons-y. Initiée depuis 2018, l'activité de Ginovtech est orientée dans la réalisation de moyens industriels robotisés innovants. L'entreprise dirigée par Rémi Colas, Nicolas Duperron et Nicolas Collin vient de déménager début octobre à Lias, dans 600 mètres carrés de bâtiments dans lesquels elle développe des robots capables d'interagir et d'assister l'homme dans ses tâches quotidiennes afin d'améliorer ses conditions de travail et sa sécurité. Les premières mises en marche rencontrent un certain succès dû à la spécificité des solutions proposées. Aujourd'hui, composée de 12 personnes, Ginovtech a pour ambition de monter à 30 personnes d'ici 2027. Jeune entreprise fondée par Olivier Bila depuis Arblade-le-Haut, Ubéton entend révolutionner l'industrie de la construction grâce à une plateforme innovante autour du réemploi du béton. Destinée aux artisans du bâtiment comme aux particuliers, cette solution inédite, ouverte 24 heures sur 24, ne peut se réaliser sans le concours des centrales à béton au plus proche des territoires qui voient ainsi l'opportunité de valoriser leur surplus en temps réel sur des chantiers à proximité. Un système gagnant-gagnant qui relève le défi de l'économie circulaire en temps réel. Et vous applaudissez tous les deux, s'il vous plaît. Un seul va nous rejoindre. Alors, le vainqueur pour cette catégorie, c'est la société Ubéton. Olivier Billard, qui est le fondateur, va nous rejoindre. Une plateforme innovante pour le réemploi du béton en direct. Une jeune entreprise qui veut révolutionner l'industrie du béton. Quelle belle ambition. Prenez le micro. Bon, vous saviez que vous alliez faire la soirée sur scène ensemble ou vous êtes très assortis? Très assorti. On ne savait pas du tout. Non, félicitations à vous. Merci beaucoup. Plus sérieusement, votre plateforme, elle s'adresse à la fois aux professionnels, mais aussi aux particuliers?
Oui, tout à fait, les deux. Même 3. Alors c'est qui le troisième? Le troisième, ce sont les producteurs de béton. Parce que l'objectif, c'est de proposer aux producteurs de béton une solution pour valoriser les surplus de commandes, donc les invendus, on va dire. Pas les invendus, vraiment les surplus de commandes. Et les valoriser par le réemploi, en quelque sorte, plutôt que le recyclage, pour limiter le gaspillage. C'est un peu ce que fait la plateforme Too Good To Go pour l'alimentaire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le même... C'est un petit peu le même principe. On va essayer de toucher à rien. On va essayer de. C'est un petit peu le même principe, avec par contre évidemment une nécessité d'avoir aussi un réseau de proximité, un réseau de professionnels qui alimente, c'est le cas de le dire, l'offre. Ce sont effectivement les producteurs qui alimentent l'offre, donc sur la plateforme, qui indiquent les retours qui sont disponibles. Et artisans comme particuliers qui sont connectés dessus, qui ont créé leurs besoins de béton, vont être notifiés dès lors qu'il va y avoir un match avec leurs besoins. C'est ça, c'est d'un côté, en fait, d'un côté, les uns font la demande, en tout cas disent les besoins, et les autres ont l'offre, et ça se rencontre de façon relativement simple avec une interconnexion que vous assurez. Avec une interconnexion, avec la gestion des bons de livraison, avec la signature électronique, avec toute la partie documentaire qui est nécessaire pour que ça puisse se faire en temps réel et rapidement. En nombre de transactions, ça représente quoi aujourd'hui? Alors la plateforme a démarré depuis début septembre. Ouais, donc c'est tout frais. C'est tout frais, comme le béton. Monsieur le Président, vous avez choisi des jeunes entreprises. Auparavant, c'était un long développement pour arriver à là où on en est. On a pour l'instant 9 centrales à béton qui sont inscrites. Et on a besoin de déployer encore plus de centrales à béton parce qu'elles ne sont pas forcément toutes à proximité des chantiers qui sont inscrits. Le but, c'est également de proposer ce service ailleurs sur d'autres territoires ensuite? C'est-à-dire d'autres territoires sur la France? Oui, sur la France, par exemple. Oui, tout à fait, puisque ailleurs, on peut l'entendre aussi ailleurs, au-delà des frontières de la France. Oui, vous avez raison. Pour l'instant, puis la météorite, on a retrouvé ces particules, vous avez raison. Voilà, parce que non, mais on va essayer, on va faire d'abord ailleurs, d'ailleurs, départemental. Alors, départemental, oui, puisqu'on travaille avec la Sarméjean. Oui. Mais après, aussi, au-delà, on a des centrales qui sont sur la partie Alsace avec lesquelles on travaille aussi. Donc, on ne se limite pas qu'au territoire ici local. On cherche à aller au-delà. Il y a des centrales, il y en a à peu près 2000 en France. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de centrales partenaires pour pouvoir satisfaire les personnes qui sont inscrites et qui ont besoin de béton. Que ce trophée soit un encouragement. Je vous en félicite, bravo. Merci. Vous allez récupérer des mains d'Enedis. Ce trophée, je récupère le micro. Et voici donc une photo qui va immortaliser ce moment. Merci beaucoup. Il nous reste 2 trophées à délivrer dans cette catégorie avant les 2 coups de cœur, celui de la région et celui de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais avant cela, nous allons accueillir un expert qui va nous rejoindre ici même. Il est docteur en psychologie sociale et cognitive. Il nous expliquer en quoi ça consiste. Il est formateur en neurosciences appliquées. Vous applaudissez, s'il vous plaît. Romain Bouvet, que voici. Bonsoir, mon cher Romain. Vous avez une télécommande qui est ici même. Et tout de suite, je sens un élément de surprise. Vous n'êtes pas l'homme qu'il y a sur la photo. Et non, ouais. Ah, vous voyez, 2 personnes avaient défilé au premier rang, je vous en félicite. Oui, je me doutais de cette déception, je l'ai senti. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là devant vous aujourd'hui. Donc, je viens de Paris pour vous voir, mais j'habite quand même à Toulouse, hein. Je suis quand même pas loin. Alors, ce soir, je vais vous parler des toutes dernières recherches en neurosciences et en psychologie appliquées au marketing et à la vente. Mais quand je vous parle des toutes dernières recherches, c'est vraiment les toutes dernières recherches, on appelle ça le neuromarketing. Alors, je suis Romain Bouvet, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive, et j'ai travaillé alors j'étais chercheur, et j'ai travaillé pour le gouvernement, suite au Bataclan, et ensuite, j'ai commencé à accompagner des entreprises de toute taille, sur comment vendre, tout simplement, au cerveau, comment rendre votre offre évidente, tout simplement aux yeux du client. Alors, j'aide uniquement les entreprises de l'économie positive. Voilà, donc si vous vendez des produits chinois achetés à 10 €, revendus à 100 €, c'est pas pour moi. Et je suis aussi influenceur sur LinkedIn. Si vous êtes sur cette plateforme, je publie pas mal de choses. Alors, moi, mon problème, ce sont les personnes qui viennent vous voir, qui disent « J'adore votre offre ». Puis, ils ne s'achètent pas. Ouais, vous avez tous, on ressent ce problème. Hein. Et c'est assez étonnant. On envoie un devis, pas de retour. Nous, on rentre chez nous le soir. Ouais, c'est cool, je fais une belle vente, ça a bien marché, la personne était à fond. Pas de nouvelles. Et ça, c'est une question qui concerne tout le monde et dans tous les pays. Donc, ça m'intéresse. Je vais vous prendre un problème récent. Actuellement, on doit faire l'économie d'énergie.
la guerre, tout ça, etc. Donc nous, on est parti voir dans les quartiers, les personnes, les particuliers, on leur demandait « Est-ce que vous pouvez réduire votre consommation d'électricité ?» Et là, toutes les personnes nous ont répondu « Oui, bien sûr, aucun problème, nous sommes à fond pour l'écologie et pour justement économiser l'électricité. » Donc nous, on rentre, on est là, on est super contents, parce qu'on se dit c'est bon, les gens sont motivés. Mais ça va pas, c'est pas cohérent avec nos théories. Notre théorie à nous, c'est que les gens ils disent des choses et puis ils le font pas. Alors on a observé la consommation d'électricité. Rien s'est passé. Aucune réduction d'électricité. Nada, que da. Pourtant, ils nous ont promis qu'ils allaient le faire. Alors dans ces cas-là, on a utilisé une technique d'influence. On a mis leur consommation d'électricité dans leur boîte aux lettres en comparaison avec leurs voisins. Donc vous pouvez avoir votre comparaison avec votre voisin et faire une sorte de compétition. C'est super sympa. Eh bien, dans toutes les études, c'est 75 millions de dollars sur l'étude américaine d'économie d'énergie. Cette fois-ci, ils ont réduit leur consommation d'électricité. On a quasiment le même résultat en France. Alors pourquoi faut-il utiliser des techniques d'influence, parfois même de manipulation, pour inciter les gens, finalement, à réduire leur consommation d'électricité? Alors bien sûr, quand on va voir ces mêmes personnes, on leur demande « Bonjour, pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'électricité ?» C'est pour l'écologie. Bien sûr. Nous, c'est important pour nous. Ils ne vont jamais dire qu'ils sont en compétition avec leurs voisins. Mais c'est pareil pour le luxe. On achète pour le produit, pas pour notre statut social. On achète une Porsche parce que c'est le moteur, surtout pas pour le logo. Ça tombe bien parce qu'on a proposé des Porsche sans logo, et on n'a fait quasiment aucune vente. On a proposé des lunettes Chanel sans le logo Chanel. On n'a fait aucune vente. Donc, pour comprendre tout ça, moi, j'ai un dilemme. Je dois motiver des gens à acheter des produits qui sont souvent plus chers, car les produits de qualité sont souvent plus chers. On a entendu parler des panneaux, vous avez des panneaux chinois ou des panneaux en France, fabriqués en France. Ils sont plus chers, mais sont de meilleure qualité. Mais moi, je préfère qu'on consomme au niveau local. Mais le local, ça coûte cher. Donc, comment moi, je vais résoudre ce problème? La première chose qu'on doit, nous, ce soir, comprendre, c'est qui est l'humain. Alors, l'humain, si vous avez fait une école de commerce, on apprend que l'humain, il est rationnel. C'est quelqu'un qui choisit, il va comparer avec un tableau la voiture. J'hésite entre une Tesla, j'hésite entre la Toyota hybride, machin chouette. En réalité, la Tesla, il la veut, il va la prendre. Il va trouver les arguments pour. Mais voilà, c'est le consommateur. C'est la bourse. La bourse est basée sur ce modèle-là, de la rationalité. La bourse est rationnelle, la politique est rationnelle, le management est rationnel. Payer un salaire égale motivation. Mais le problème, c'est que tout ça, on a vu que c'était faux. Alors, petite expérience. Vous rentrez dans une boutique. Vous voyez une veste à 125 €. Vous comptez l'acheter. Mais la vendeuse, elle est super cool. Et elle vous dit, écoutez, il y a la veste à 100 € à 15 minutes de marche. Dans la salle, qui l'achète? Levez la main. Attendez, hop là. Levez la main. Qui achète la veste? Qui fait les 15 minutes de marche? Allez, levez, n'hésitez pas peur. Ouais, la majorité de la salle. Très bien. Normal, vous êtes rationnel. Vous venez de faire pour 15 minutes de marche une économie de 25 €. C'est rationnel, il n'y a aucun problème avec ça. Vous retournez dans la boutique. Et cette fois-ci, il y a une super télé, OLED. Parfait pour les matchs de rugby, à 1500 €. Et la vendeuse, elle est super cool, puisqu'elle vous dit, écoutez, il y a la même télé à 15 minutes de marche à 1475 €. On vous fait la livraison, c'est gratuit. La livraison, c'est on livre chez vous. C'est la même situation que tout à l'heure. Qui fait les 15 minutes de marche pour faire l'économie des 25 € cette fois-ci? Levez la main. Il n'y a plus que 2 personnes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Économiquement, c'est la même chose. Mais rationnellement, c'est la même chose aussi. Mais ce n'est pas la même chose émotionnellement. Des études comme ça, il y en a des centaines. Et à chaque fois, c'est toujours le même résultat. Nous sommes totalement irrationnels dans nos décisions d'achat. Alors, exemple, d'ailleurs, Richard Thaler, prix Nobel en 2017, c'est récent,
nous compare à Homer Simpson, puisque ses observations, Richard Taylor a beaucoup participé à tout ça, prix Nobel d'économie. Alors, en termes d'application, imaginons, je veux aider des enfants qui meurent de faim en Afrique. Je propose 2 demandes de dons, et la seule différence entre les 2 demandes, c'est 3 lignes au milieu. Dans la première version, on a 3 millions d'enfants au Malawi, 3 millions de Zambiens, 11 millions de personnes en Éthiopie. On y va à niveau émotionnel. Version B, elle s'appelle Rokia. Elle est malienne et âgée de 7 ans. À votre avis, quelle est la meilleure version? Alors, B. Alors, quand on propose ce dilemme à des économistes, ils nous disent c'est évident, c'est A. Parce que de quoi de plus rationnel que de donner plus de dons pour sauver des millions de personnes qu'une personne? On obtient 2 fois plus de dons dans la version B. Pourquoi? Parce que dans la version A, notre cerveau n'a pas la capacité cognitive de se représenter des millions de personnes. On le comprend. Comme le réchauffement climatique, on le comprend, mais on ne l'intègre pas émotionnellement. Alors que Rokia, on l'imagine, on la voit. Et ça active chez nous une émotion, l'altruisme. Donc on a une image mentale concrète de Rokia. Dans ce simple exemple, il y a beaucoup de concepts marketing, mais je vais le développer. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, très bien, comment prenons-nous des décisions? Et là, je sais qu'il y a souvent un problème. Alors, je n'avais pas ce problème avant, mais maintenant que je fais pas mal de conférences, souvent on me dit, oui, des théories sur le cerveau un peu étranges. J'ai entendu le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau reptilien. Alors, scientifiquement, à l'université, dans le monde entier, on ne connaît pas ces modèles. Et en plus, ils sont très mal appliqués. Je vais vous présenter un modèle qui est très simple et qui est très efficace. Et vous pouvez l'appliquer dans toute votre vie, même dans le management, dès que vous parlez en fait. Allez, donnez-moi une émotion qui arrive spontanément à votre esprit. Allez-y. La joie, bravo. Alors, la personne qui a dit colère, vous avez 7% de chance d'être un psychopathe. La joie est arrivée de façon spontanée, automatique, inconscient. Vous n'avez pas cherché. Le mot inconscient est important ici. Un autre exemple, 2 plus 2, 4. C'était rapide, automatique, inconscient. Mais ici, là maintenant, vous êtes en train de vivre ce que nous, en neurosciences et en psychologie sociale et cognitive, on appelle l'inconscient. On va même lui donner un nom, le système 1. L'inconscient chez nous, c'est ce qu'on peut mesurer, c'est ce qui arrive automatiquement à votre esprit, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez avoir un cancer. Pouf, vous pensez à un éléphant rose. Vous voyez, vous ne pouvez pas le contrôler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Maintenant, si je dis 17 fois 24, il n'y a aucune réponse automatique qui arrive à votre esprit. Il n'y a pas d'image mentale concrète. Vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle chez nous la conscience, quelque chose de contrôlé, qui est volontaire. Et pour trouver la bonne réponse, vous avez 2 solutions, soit discrètement prendre une calculette avec votre portable ou le calculer directement. C'est ce qu'on appelle le côté de réfléchir, l'analytique. Alors attention, l'analytique, ça ne veut pas dire que vous trouvez la bonne réponse chez nous. Et donc, on a 2 systèmes, l'inconscient et le conscient, le système 1 et le système 2. Prenons une application. Trump. Si je vous dis Trump, immigration, donnez-moi un mot. C'était le psychopathe de tout à l'heure. Il est revenu. Un autre mot. Raciste, allez-y, d'autres. Amusez-vous. Mur. Qui a dit mur? Bravo, mur. Si je pose cette question à des centaines d'électeurs américains, ils vont dire mur. C'était rapide, automatique, c'était inconscient. Trump parle au système 1 de notre cerveau. Alors que si je dis Clinton, immigration, aucun mot arrive à l'esprit. Pourtant, elle avait 9 lois extrêmement précises pour contrer la politique de Trump. Mais elle parlait au système 2. Elle fait l'erreur de la plupart des entreprises qui, justement, ne parlent pas à cette image mentale concrète. Alors maintenant, c'est bien, mais je vous ai dit qu'on allait parler de neurosciences, et pour le moment, je vous parle de psychologie. Les neurosciences vont arriver et ils vont ajouter
un élément supplémentaire à notre irrationalité. Ils vont nous apporter une compréhension. Alors j'ai choisi cette étude parce qu'on n'était pas loin dans la région avec du vin. Je prends 2 verres de vin, un à 5 $, et l'autre à 45 $. Ce sont exactement les mêmes verres de vin. C'est la même chose. À votre avis, est-ce qu'on va être influencé par le prix? Oui, on va trouver le vin à 45 $ bien meilleur. Et quand on demande aux gens, ils nous disent, quand on leur dit que c'était une expérience et tout ça, bon, ils sont vexés, puis ils nous disent, non, ce n'est pas le même goût. J'en suis convaincu. Ouais, bon, effet psychologique. Puis au fur et à mesure, même des spécialistes se font avoir à Bordeaux, et ils nous disent, non, mais c'est pas le même goût. Mais nous, on sait que c'est le même goût, c'est la même bouteille, donc on sait. Mais eux, ils disent que c'est pas le même goût. Alors, on a mis les participants dans l'imagerie cérébrale. Et on leur a fait goûter les 2 verres. On a observé une zone du cerveau qu'on appelle le cortex orbitofrontal, qui permet tout simplement de voir votre plaisir quand vous mangez. Et là, on observe que, donc plus c'est activé, plus c'est fort, que le vin à 45 $, en effet, il est beaucoup plus apprécié par le cerveau que le vin à 5 $. Il le trouve bien meilleur. Donc, il va aller chercher les éléments dans notre cerveau pour donner ce bon goût. Donc, oui, il n'a pas le même goût pour le cerveau. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on double le prix, ce sera 2 fois meilleur. Et vous avez raison. C'est 2 fois meilleur. Mais pire. Le vin à 10 $, cette fois-ci, le verre de vin à 10 $, mais il est moins bon parce qu'on le compare. C'est toujours le même verre de vin. Je vais prendre un autre exemple. Les médicaments. Bon, alors pas les médicaments, on va dire les compléments alimentaires ou des effets placebo. Je ne voulais pas dire l'homéopathie, mais bon, c'est plus ou moins cette gamme-là. On va proposer 2 sucres aux personnes. Mais on leur dit, eux, que c'est de l'homéopathie ou des compléments alimentaires. Enfin bref, on le fait du marketing. Sauf qu'ils n'ont pas le même prix. Un à 10 centimes et l'un à 2,50 €. C'est exactement le même produit. Mais cette fois-ci, on va observer dans la région du cerveau, là où ils ont mal à la tête, voir s'il y a une réduction réelle du cerveau. Est-ce que le cerveau se fait réellement duper? Eh bien oui. Les personnes qui ont eu le placebo à 2,50 €, on a observé une réduction de la douleur dans leur cerveau. Il n'y a rien. C'est du vent. Et au fur et à mesure de ces expériences, on va comprendre en fait qu'on ne sait pas évaluer notre réalité. On a fait la même expérience avec des matelas. On a donné un matelas à 300 € et à 900 €, et un autre groupe à un matelas à 900 €, puis 300 €. Ils ont testé 3 mois. L'expérience n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les personnes qui avaient le matelas à 300 € ont dit qu'ils avaient mal au dos, que c'était pas bon, et qu'ils voulaient arrêter l'expérience. Et les gens qui avaient le matelas à 900 €, ils ont dit incroyable. Je suis à fond le lundi matin. J'avais des maux de dos depuis 10 ans. Disparus. Ce sont les mêmes matelas. C'était exactement le même produit. En réalité, votre client ne sait pas ce qui est bon ou pas. Tout est influencé par une seule chose. Ses croyances, mais étonnamment, mais surtout ses émotions. On va aller plus loin. Alors là, c'est le cortex dorsolatéral. C'est une zone qui m'intéresse, moi, parce que je travaille beaucoup sur les croyances. Donc c'est un peu cette zone qui va recevoir l'information et qui va un peu dire au cerveau, bon, toi, tu vas aller chercher des trucs là pour réduire le mal de tête, toi, tu veux faire ça. Voilà, c'est un peu une sorte d'un agent assez intéressant, et je m'intéresse beaucoup à cette zone, justement. Alors maintenant, quelles sont les régions cérébrales qui sont activées quand on achète? Là, on a fait fort. On a mis des personnes dans le grand tube, donc l'imagerie cérébrale, on les met dedans, on leur présente des produits, on leur donne de l'argent, c'est à eux, ils peuvent ne rien acheter, ou ils peuvent acheter, et on va voir comment ils pensent quand ils achètent. On leur présente des chocolats. Pendant 4 secondes, on présente le produit, 4 secondes le prix, 4 secondes la décision, acheter ou pas acheter. Ça représente quasiment l'achat que vous retrouvez. Alors les résultats, je vais vous les décrire, ils sont extrêmement surprenants et inattendus. Quand on présente le produit, on observe le noyau accumbens. C'est ça qui reçoit la dopamine. On l'a dans le sexe, dans tous les plaisirs, quand vous mangez. La dopamine. Plus la dopamine est élevée, plus vous allez faire des ventes. C'est très simple comme équation. Plus vous allez activer des émotions, plus vous allez conclure votre vente. Ça marche aussi dans la séduction. Enfin, partout, en fait. Dans l'évaluation, recrutement, bref, l'émotion. Par contre, ce qui suit n'est pas normal.
Quand on présente le prix, on voit une zone qui s'active, qui est une zone qui est liée à la douleur. Alors la douleur, il y a plusieurs zones qui gèrent la douleur dans notre cerveau. Il y a la douleur morale, la douleur où vous vous énervez, quelqu'un vous a coupé la route, vous êtes en colère, ça active une douleur, vous insultez, ça active certaines zones. Puis il y a des zones de la douleur. Quand vous tombez par terre, vous avez mal. Le cortex insulaire. Le problème, c'est qu'on ne s'attend pas que le prix active cette zone. Et c'est ce qu'on observe. Quand on présente le prix, ça active la zone liée à la douleur physique. Ce qui est strictement pas normal. Imaginez, vous mettez votre produit dans le panier Amazon. Vous êtes content, si vous le mettez dans le panier, c'est que vous voulez l'acheter. Et pourtant, vous l'avez tous fait. Vous êtes revenu en arrière, vous n'avez pas acheté le produit. Vous avez ressenti une douleur. Et cette douleur va être problématique parce qu'elle va activer des objections. La personne reçoit votre devis, elle voit le prix. Ah. Et c'est une autre perception qui va réévaluer finalement votre produit à travers des objections. Donc oui, il va l'évaluer à travers le prisme des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Le problème, c'est que la plupart des entreprises, vu qu'elles sont un peu rationnelles, elles sont à fond dans leurs produits, elles vont activer des émotions négatives quand ils vont donner le prix, sauf si c'est gratuit. Mais elles oublient d'activer les émotions avant. Troisième étape, oui, non, c'est le cortex préfrontal, c'est lui qui a décidé, il va faire un calcul très très simple finalement. Plus il y a des émotions positives qui sont au-delà des émotions négatives, plus j'achète. Finalement, la méthode, elle est simple. Votre seul objectif, que ce soit dans la politique, que ce soit peu importe finalement, c'est d'activer des émotions. Les hommes politiques qui réussissent, ce n'est pas pour leur programme. Personne lit les programmes. D'ailleurs, quand on demande aux personnes pourquoi vous avez voté pour lui, donnez-nous 3 lois qui vous a plu dans son programme, personne ne répond. Mais je préfère l'expérience rapidement dans cette salle. Personne n'est en capacité de répondre. Parce que les programmes, on ne les lit pas. Ils sont chiants. On ne les comprend pas. La seule, selon les études scientifiques, le seul critère pour élire un président, comme acheter votre marque, ce sont les émotions. Quelles sont les émotions que vous allez activer? Sarkozy a activé des émotions fortes au moment de sa candidature en jouant sur certains critères, sur certains leviers. Et donc, tout ce que vous devez faire, c'est d'activer des émotions. Alors, comment? Je vais m'arrêter sur la prochaine slide. On pensait qu'il fallait créer plein d'émotions. Ok, on va faire des expériences émotionnelles. Dans l'expérience client, et partout, vendre des voitures. Ok, on va injecter des émotions. Eh bien non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Le secret, c'est de créer ce qu'on appelle un pic émotionnel. Parce que la décision se base sur la mémoire. Et la mémoire va aller chercher l'émotion la plus forte. Vous organisez une soirée, vous devez créer un pic émotionnel pour créer la mémoire de la soirée. Et donc, quand vous vendez en face à face, quand sur votre site internet, en politique et dans la séduction, vous devez créer ce pic émotionnel de façon assez forte. Et là, vous avez la formule chimique d'une vente réussie. Donc, il y a 2 pics, le grand pic et puis le pic à la fin. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup et vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup. Posez-le, je vous en prie. Merci beaucoup, en tout cas. Et là, chacun se dit, quel est le pic émotionnel que je vais créer ce soir? Et ça sera pour tout à l'heure, peut-être à la découverte des 3 lauréats de la catégorie commerce. On va enchaîner sans plus tarder. 3 lauréats dans cette catégorie. C'est Eric Lafont-Bailey qui va remettre le prix pour le groupe La Dépêche du Midi. Découvrons sans plus tarder le portrait de ces 3 nommés dans cette catégorie commerce. Regardez. Art d'Essence est un concept store moderne imaginé depuis bientôt 4 ans par Anne Domège et Séverine Milas, 2 amis passionnés qui portent ensemble des compétences dans le domaine de l'esthétique et de la parfumerie. En plein cœur d'Auch, ce lieu de vie décline une sélection de parfums, maquillages, cosmétiques et accessoires de déco dans une ambiance cosy, composée, selon les pièces, d'espaces boutiques, soins détente ou ateliers. Des lieux qui sont privatisables sur demande ou le théâtre de soirée after work. L'équipe composée de 3 personnes se déplace également sur des mariages pour des prestations de maquillage ou de massage. Productrice de noisettes, la maison Carayon est une histoire de famille depuis 3 générations. C'est en 1976 que le grand-père de Thomas Carayon a planté ses premiers arbres avant que son père et son oncle ne donnent corps à l'entreprise en mode coopératif sur plus de 60 hectares.
En s'établissant en GAEC en 2000, Thomas Carayon a souhaité être plus indépendant pour pouvoir transformer la noisette sous plusieurs formes. Aujourd'hui, ses productions de qualité trouvent des débouchés en épicerie fine ou chez les pâtissiers de la région, en complément des marchés et des foires locales qu'il continue de couvrir. Sans oublier les restaurateurs des tables du Gers qui travaillent à présent, eux aussi, la noisette gasconne. Diplômé d'agro-purpan, Dimitri Mazars décide en 2021 de s'installer avec son épouse Pauline à Auch, dans des locaux jadis vétustes qu'ils vont entièrement réaménager pour y ouvrir une boucherie traditionnelle. Lui, l'Aveyronais, elle, les Pyrénées-Orientales, choisissent Bonavida comme nom, la belle vie. Il développe rapidement un restaurant le midi pour y cuisiner les produits du rayon et une activité traiteur pour des associations et des événements privés. En complément, ils vont proposer cette fin d'année des colis pour les comités d'entreprise. Je ne sais pas quelle émotion vient de susciter les images insoutenables que nous venons de voir. Vous applaudissez ces trois nommés, s'il vous plaît. Elle justifie les moyens, c'est la fin, mais allons-y, c'est la fin du suspense. Je constate qu'on a placé le commerce juste après la conférence, effectivement, pour l'émotion. Et ce soir, pour déclencher beaucoup d'émotions chez vous, et notamment des émotions olfactives, l'art d'essence. L'art d'essence, Séverine Millas, Anne Domingue vont nous rejoindre. Un concept store tout à fait inédit, tenu par deux amis à la base passionnés qui portent ensemble les compétences, une expérience dans le domaine de l'esthétique, de la parfumerie. Venez nous rejoindre sur scène. Prenez le micro avant de prendre le trophée. Alors d'abord, on va jouer un jeu simple. Approchez-vous, approchez-vous. Le qui est qui? Moi, je suis Séverine. Moi, Anne. Et vous, Anne. Vous êtes amis depuis combien de temps d'abord tous les deux? On dira plus. Et qu'est-ce qui à un moment fait que d'amis, on décide de devenir associés? C'est une bonne question. Non, Est-ce que vous l'imaginiez d'abord? Est-ce que vous êtes dit, à un moment donné, on va travailler ensemble? Pas il y a 20 ans. Pas il y a 20 ans. Non, maintenant, je sais que c'était il y a 20 ans. Donc, mais qu'est-ce qui a fait alors le déclic? Qu'est-ce qui a déclenché l'idée de travailler ensemble? Vous ne savez plus. Non, le déclic, ça a été un retour dans le Gers pour moi et envie de retrouver Anne pour une nouvelle aventure professionnelle commune à Auch. Avec des compléments, toutes les deux, dans vos savoir-faire, dans vos métiers, dans, ce qui vous, dans vos aspirations, et une enseigne aujourd'hui qui représente finalement l'addition de vos deux univers, de vos deux envies, on pourrait le dire comme ça? Tout à fait. Alors, je sens qu'il faut que j'y travaille longtemps, là. C'est à ce moment-là que je fais d'habitude un grand silence, et boum, on s'arrête. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on va chez vous, à l'inverse de ce moment de silence, c'est qu'on se laisse porter par les sens, par l'émotion, et on passe d'une pièce à l'autre, d'un espace à l'autre, en se laissant guider par les conseils des unes et des autres. De quelle façon est-ce que vous avez imaginé ça? Toute seule, avec un architecte d'intérieur? Comment vous avez mis en place votre boutique? Ah là, c'est l'appel à une amie. Après, vous aurez droit au 50-50. Il restera la salle. Allez-y. On avait vraiment l'envie de créer un lieu de vie unique dans lequel on pourrait effectivement accueillir des personnes en boutique avec des produits français dans la beauté naturelle et dans le bien-être. Mais moi, de mon parcours en esthétique aussi, on avait vraiment l'envie de recevoir les gens dans un cadre un petit peu unique pour des soins. Et également de développer des activités qui sont moins représentées, comme les privatisations, les anniversaires pour les petites filles, les mariages également. Et donc on a démarré par l'espace commerce, par l'espace boutique en décembre 2019. Et ensuite on a créé un premier espace, l'espace La Suite, dans lequel on accueille donc du coup les personnes pour des soins. Et on a créé notre troisième espace, le salon, pour développer les ateliers de maquillage, les privatisations également. Ça a été fait tout au long de ces 3 dernières années. Oui. Alors, toutes les personnes qui viennent chez vous, soit en groupe, en effet, soit de façon individuelle, lorsqu'elles vous quittent, elles laissent parfois des petits messages sur les réseaux sociaux, elles parlent de vous. Je crois que vous y êtes très attentive. De quelle façon est-ce que vous aimez qu'on parle de vous? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir comme remarque, comme commentaire? Alors, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on parle de nous avec le sourire
et comme si on recevait des copines. En fait, l'idée, c'était de faire vivre une expérience client qu'on fait très naturellement et qu'on part de chez nous en disant elles sont sympas, les filles de Chair d'Essence, elles nous ont bien conseillé. Vas-y. Je ne dis pas ça pour Eric ou moi, mais vous recevez des copines, mais aussi des copains. Parce que c'est salon mixte, c'est bien ça, c'est pas que c'est féminin, masculin. On fait les massages en duo. C'est pour noter les... Massages en duo. Mais c'est long, on se sépare. Les massages. On a du parfum pour les messieurs aussi. Des cosmétiques. Soins visage aussi pour les messieurs. Et là, tout est dit. Ne me regardez pas fixement quand vous dites ça. Merci beaucoup. On va vous applaudir très fort. Bravo et félicitations à vous. Voici le trophée, enfin, et la délivrance. Je récupère le micro, donc là c'est la délivrance. Bravo à vous, félicitations en tout cas, bravo.